Nous sommes le mardi 26 août. Voici à la une. Bonjour, bon mardi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone, content de vous savoir à l'écoute encore ce matin. Merci d'être des nôtres pour commencer cette journée du mardi 26 août, durant laquelle on va revenir sur les audiences de la commission. Ça clique, ça a repris et plusieurs ministres sont attendus aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais au cours de la semaine en fait. Depuis hier, on a entendu Éric Kerr, ancien ministre, également plusieurs anciens présidents du Conseil du Trésor, l'actuelle présidente du Conseil du Trésor. Et hier, ça a pris un peu tout le monde par surprise, ou peut-être pas ceux qui suivent attentivement les travaux de la commission. Il a été question possiblement de voir le premier ministre François Legault témoigner. Alors, Marie-Michel Bordua sera avec nous dans les prochaines minutes pour faire le tour de ce qui s'est dit et de ce que l'on va surveiller aujourd'hui. Jean-Philippe Robillard également sera des nôtres un peu plus tard à l'émission pour nous parler de cette rencontre prévue cette semaine entre Dominique Leblanc et le secrétaire au commerce américain Howard Lutnick. Dominique Leblanc qui a accordé une entrevue à Radio-Canada hier, a donné certains détails de ce que pourrait avoir l'air, de ce à quoi pourraient ressembler les discussions. Donc, Jean-Philippe va venir nous expliquer ça tout à l'heure. On va vous présenter bien sûr la revue de presse et les détails de la météo tout de suite avec Véronique Méran. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. C'est un petit peu plus frais ce matin, oui. Il y a moins d'humidité là. On l'a senti hier, tranquillement quitté avec les vents là, qui ont changé de direction. Donc, un vent d'ouest aujourd'hui, 20-40 km à l'heure par moment. Alors, de l'air moins humide, de l'air plus frais. On est tout près de 17 degrés en ce moment à Montréal, au centre-ville, ce matin. Ça varie entre 11 et 15 degrés là, si on se promène vers l'Estrie, Laurentides, la Naudière, secteur de Québec et l'Outaouais. Les maximums prévus aujourd'hui, 19 à 21 degrés jusqu'à 22 pour Montréal et l'Outaouais. Un ciel plutôt nuageux avec éclaircies, mélange soleil-nuage cet après-midi. Il reste quelques averses tôt ce matin. Secteur de l'Estrie, Québec, c'est pas impossible qu'il y ait une gouttelette. Mais sinon, dans l'ensemble, ça devient en alternance soleil-nuage. Pour ce qui est des conditions la nuit prochaine, c'est un ciel qui sera partiellement nuageux. Températures qui vont descendre un petit peu plus. Donc, un minimum de 13 pour Montréal. Ça veut dire 8 à 11 degrés pour les autres secteurs. Beau temps demain. Mercredi, avec un soleil qui sera un petit peu plus généreux. On conserve ces vents d'ouest-là, donc le même fond d'air, des températures de 19 à 21 degrés, et ça va remonter tranquillement jeudi. On sera autour de 23 à 25. Prochaine précipitation à venir, je vous dirais jeudi soir, vendredi matin. D'ici là, on compose avec des ciels plutôt variables, donc rien de vilain en soi. Du côté de l'Abitibi, par exemple, c'est pas terminé. On maintient le régime d'averse aujourd'hui, maximum autour de 4 degrés la nuit prochaine en Abitibi. C'est pas chaud et ça va remonter près de la vingtaine pour la journée de mercredi. Saguenay, Lac-Saint-Jean, forts orages hier, secteur d'Alma. On a vu ça, des arbres déracinés, de fortes cellules qui sont passées. C'est plus calme aujourd'hui. On maintient une probabilité d'averse de 60 % mais on écarte le risque d'orage. 17, c'est le maximum. Pour ce qui est du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de la Côte-Nord, même chose, un ciel plutôt nuageux avec éclaircies, quelques averses, orages dispersés de ce côté. Pointe gaspésienne, Côte-Nord surtout, pour ce qui est des risques d'orage. En ce qui est très haute température, 18-20 degrés. En territoire ontarien, le soleil est revenu sur la portion nord. Ça ira jusqu'à 23. Sinon, c'est 19 à 21 les températures pour l'ensemble du territoire ontarien. Un ciel en mélange soleil-nuage aussi. Pour ce qui est de la région, en fait, de Vancouver et toutes les prairies, c'est la chaleur. La chaleur et le temps estival qui se poursuit. C'est du 24-30 pour Vancouver, 31-33 dans les prairies là, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine. On est plus près de 26 sur le sud du Manitoba aujourd'hui, mais avec l'humidex, ça va au-delà de 30. Donc, c'est vraiment un régime de temps chaud et humide qui va se poursuivre une bonne partie de la semaine dans l'ouest du pays, alors qu'on est en régime de temps un petit peu plus frais sur le sud du Québec. Merci Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Deuxième balle. Ça mène. On attaque. Et... C'est OK. Allez! Ouais!
c'est plié. Au tennis, Gabriel Diallo s'est offert une première victoire dans la douleur hier à New York. Olivier Pellerin est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour. Donc une victoire, oui, mais ça n'a pas été facile. Vous l'avez entendu déjà, Gabriel Diallo a eu l'aide du descripteur et de l'analyste du réseau des sports pour remporter peut-être ce dernier point, ce point gagnant, dans une victoire en 4 manches, effectivement, contre Damir Djoumour hier pour son match de premier tour. Un premier match qui a été souffrant parce qu'en cours de rencontre, on a vu Gabriel Diallo demander l'aide des soigneurs en cours de match. Semblait incommodé peut-être à l'estomac durant la rencontre. C'est ce qui l'a peut-être un peu amoindri dans un match qu'il a quand même bien joué. Ça aurait pu être un match piège pour ce premier tour aux internationaux des États-Unis, mais il a su dompter la bête, comme je le disais, en 4 manches. Donc pour lui, ça passe. Il espéra peut-être connaître les mêmes succès que l'an dernier, là où il avait eu cette espèce d'éclosion à ce tournoi au US Open. Et donc, bon premier tour pour Gabriel Diallo, qui était un des Canadiens en action hier. Fin de parcours, par contre, pour Victoria Mboko, qui avait, rappelons-le, gagné le tournoi à Montréal. Oui, et elle avait été blessée au poignet. On sait que sa préparation avait été amputée. En fait, elle n'a pas disputé de tournoi depuis sa victoire à Montréal. Et donc, il y avait beaucoup de points d'interrogation quant à son retour au jeu et surtout ce qu'elle pouvait faire face à Barbora Krejcikova, ancienne double championne de tournoi majeur. Donc, on connaissait le talent et ça s'est terminé pour elle en 2 petites manches de 6-3, 6-2. Les journalistes sur place lui ont parlé de son poignet parce qu'il était enrubanné. On disait que c'était plus de peur que de mal, mais elle dit quand même avoir ressenti un certain inconfort lors de ce match contre Krejcikova. Ça fait un peu partie aussi de cet apprentissage des joueurs et joueuses professionnels qui se présentent sur le circuit, d'apprendre à jouer dans la douleur avec parfois une préparation amputée. On lui souhaitera tout de même bonne fête. C'est son 19e anniversaire aujourd'hui. Elle aurait peut-être aimé célébrer avec une victoire, mais quand même, on peut l'entendre parler de son passage sur un cours assez bruyant hier aux internationaux des États-Unis. On sait que c'est à peu près toujours le cas, là. On est très fervent là, dans la foule. Donc, on écoute Victoria Mboko. J'ai déjà joué dans un stade comme ça. À Montréal, je joue tous les jours. Je joue avant... with un crowd comme ça, très gros. Mais oui, je pense que ça aide un peu quand je joue parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Et moi, je pense que j'aime ça. Donc, elle carbure à ce bruit. Oui, on sait que parfois, on peut être déconcentré par le silence. Ça ne semble pas être le cas pour elle. Donc, voilà pour son parcours qui se termine rapidement. Simplement vous dire qu'aujourd'hui, on surveillera aussi l'entrée en scène de Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime, qui sont les 2 derniers Canadiens inscrits au tableau en simple chez les hommes. Donc, Denis Shapovalov, lui, affrontera le Hongrois Marton Fucsovics et Félix Auger-Aliassime, lui, affrontera le Britannique Billy Harris, qui est classé 151e raquette mondiale. Oui, j'entendais Victoria Mboko, pour revenir à elle, dans la conférence de presse, dire que simplement de jouer sur ce court central, d'être invité comme ça, participer à prendre part aux internationaux d'Australie, c'était comme déjà un rêve devenu réalité pour elle. Et d'avoir perdu, en plus, contre une joueuse qui avait déjà remporté le Grand Chelem, elle dit... Pour moi, c'est presque une victoire dans le sens où c'est de l'apprentissage. J'apprends à jouer contre ces joueuses qui sont toutes différentes, qui ont des armes différentes. Et pour elle, elle voit ça comme un bagage de l'apprentissage qu'elle pourra utiliser dans son parcours futur. D'ailleurs, la saison n'est pas terminée. Là, il va y avoir une tournée, entre autres, en Asie. Donc, elle sera surveillée assurément. Peut-être remise, d'ailleurs, de ses petites douleurs. Et à 19 ans, elle a encore du bon tennis à jouer. On va s'entendre là-dessus. En cyclisme, maintenant, le torchon brûle entre la formation Israël Premier Tech et le cycliste canadien Derek Guy. Oui, parce qu'on a vu au cours des derniers jours des communiqués publiés qui laissait entendre une mésentente. En fait, Derek Guy, qui est cycliste de l'équipe Israël Premier Tech, demandait une termination de son contrat qu'il a en poche avec l'équipe Israël Premier Tech. Hier, il est sorti en donnant, pas tant de détails sur ce qui a peut-être achoppé, mais qui dit qu'il y a certains problèmes qui rendent simplement intenable toute collaboration avec l'équipe. C'est ce qu'il a mentionné. L'équipe maintient que le contrat est toujours valide, donc il y aura là certainement une bataille juridique pour déterminer quand et comment se terminera cette association. Ça se termine tristement. C'est un cycliste canadien dans une équipe qui est israélo-canadienne aussi, menée par Sylvain Adams, qui est un Canadien aussi. Donc, j'ai l'impression qu'on aurait aimé éviter peut-être une fin aussi, une fin à queue de poisson peut-être pour cette association. Derek Guy, qui est un cycliste de premier plan. Reste à voir quelles seront ses intentions pour la suite et surtout comment tout ça se conclura. Merci Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Au revoir.
disais, c'est une grosse semaine à la commission Galland qui tente de faire la lumière sur le fiasco SACLIC. 3 ministres vont témoigner au cours de la semaine. Et Marie-Michel Bordua, bonjour. Bonjour, Mathieu. Le premier ministre François Legault pourrait même être convoqué. Oui, la commission Galland étudie la possibilité d'appeler François Legault à la barre des témoins pour, en fait, qu'il présente sa version des faits, qu'il explique ce qu'il savait, à quel moment il a appris qu'il y aurait dépassement de coûts, par exemple. Selon nos sources, le premier ministre n'a pas reçu pour le moment de convocation formelle, mais le bureau de François Legault se dit prêt à collaborer là, si la commission juge que sa participation, elle est nécessaire. En attendant de savoir là, s'il participera, il est déjà prévu que l'ancien ministre de la Cybersécurité, Éric Kerr, qui avait démissionné en février là, dans la foulée du fiasco, lui témoigne plus tard aujourd'hui. Vont suivre 2 anciens présidents du Conseil du Trésor, le libéral Pierre Moreau, le caquiste Christian Dubé, aujourd'hui ministre de la Santé, et l'actuelle présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. Il faut dire que c'est à ce ministère que la SAC divulguait certaines informations sur son projet avant que le ministère de la Cybersécurité et du Numérique soit créé en 2022. Bon, et un des ministres de la Cybersécurité et du Numérique, ça a été Éric Kerr, et un de ses sous-ministres qui a permis d'apprendre hier que le premier ministre François Legault a eu des informations erronées sur les dépassements de coûts. Oui, pendant le témoignage de Pierre Rodrigue, donc en 2023, le cabinet de François Legault a demandé des précisions sur le budget total du projet de modernisation informatique et une note qui a été révisée par Pierre Rodrigue et le responsable du projet, Carl Malenfant, qui a été envoyé à François Legault, chiffrait ce projet-là à 458 millions de dollars. Le problème, c'est que l'ex-sous-ministre et les membres de plusieurs ministères savaient depuis 2021 déjà que ce montant comptait seulement le coût du contrat entre la SAC et ses fournisseurs. Et donc, la vraie facture, qui comprenait aussi les coûts internes de la société d'État, elle était de 682 millions de dollars avant les dépassements de coûts. Pierre Rodrigue évoque une erreur. Je vous laisse entendre un échange là, entre le commissaire Denis Galland et l'ancien sous-ministre. Je pense que ce montant-là, c'est-à-dire en termes de connaissances, il aurait été primordial de le donner au bureau du premier ministre. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, là? Oui, c'est une erreur. Je ne peux pas vous dire plus que c'est une erreur, mais il n'y a pas personne qui a voulu tromper personne là-dedans. Quand même une erreur assez importante de plusieurs millions de dollars sur un projet qui était important. Il y a l'ex-ministre de la Cybersécurité et du Numérique, lui, qui avait pour sa part été informé des dépassements de coûts à venir en 2020. Oui, c'est un autre élément important qui ressort du témoignage de l'ancien sous-ministre Éric Kerr. Donc, au courant dès 2020, il craignait même que son ministère et lui ne soient que les spectateurs de dérapages à venir. Pierre Rodrigue a aussi été appelé à expliquer pourquoi il n'a pas mis son point sur la table, lui, en 2021, lorsqu'il a appris au cours d'une rencontre entre la haute direction de la SAC et le ministre des Transports de l'époque, François Bonnardel, que le coût du projet s'élèverait à 682 millions. Voici sa réponse. Moi, je suis un fonctionnaire. Je suis dans une réunion pilotée par un ministre et avec la haute direction de la SAC qui a fait une excellente présentation pour leur assurer que tout était vraiment sous contrôle. Je pense que ça aurait été très déplacé que je me mette à faire une intervention en disant au ministre, ça n'a pas de bon sens. Alors, on reste dans cet entourage aujourd'hui, l'ex-directrice de cabinet d'Éric Kerr, et ce dernier va ensuite là, livrer sa version plus tard aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Revue de presse maintenant avec Gabriel Lemarquand-Perrault ce matin qui nous parle en direct de notre studio à Ottawa. Bonjour Gabriel. Bonjour Mathieu. Droit de douane, l'envoi de colis aux États-Unis est perturbé. C'est ce qu'indique le journaliste Nicolas Bérubé dans les pages numériques de la presse ce matin. Une nouvelle mesure qui doit entrer en vigueur ce vendredi et qui prévoit, Mathieu, la taxation à hauteur de 15 à 35 % de la valeur des colis à destination des États-Unis. Donc, ça rend l'envoi de colis beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe aussi pour les petits entrepreneurs, explique en entrevue avec la presse Christina Santini, qui est directrice des affaires nationales à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Il sera aussi difficile pour
les services postaux de prélever de tels droits de douane. Conséquence, plusieurs ont déjà annoncé la suspension provisoire de la quasi-totalité des envois postaux à destination des États-Unis. C'est le cas en France, en Allemagne, en Espagne, en Belgique et au Danemark. Bien sûr, c'est toujours possible d'utiliser des services d'entreprises privées qui sont équipés, elles, pour facturer les droits de douane aux consommateurs, mais ça risque de venir avec une facture assez salée. Chez Poste Canada, on explique actuellement être en mode solution avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle mesure. Je vous rappelle, vendredi. Parlant de tarifs douaniers, on apprenait hier que le ministre du Commerce Canada-États-Unis, Dominique Leblanc, devrait rencontrer le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, à Washington. Cette semaine, vous avez un texte à ce sujet à la une du Globe and Mail ce matin. Et dans le Globe, il est aussi question de l'entreprise canadienne Knights qui se lance à la conquête du marché américain malgré ses turbulences avec les tarifs douaniers. L'entreprise torontoise qui conçoit et fabrique des sous-vêtements a ouvert les portes de son premier magasin à New York ce mois-ci. C'est pas la première fois que Knights essaie de percer le marché américain. En 2021, l'entreprise avait ouvert 3 magasins en Californie. Elle a finalement quitté les emplacements qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Toujours en lien avec cette guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis. Les Canadiens ont boudé les États-Unis cet été. On voyait déjà un peu des chiffres dans ce sens-là dans les dernières semaines, mais pas les Américains. Effectivement, et c'est ce que révèlent des chiffres de l'Agence des services frontaliers publiés dans Le Soleil ce matin. Les Canadiens ont été 35 % moins nombreux à revenir au Canada par voie terrestre après un séjour aux États-Unis en juillet et août 2025 par rapport à l'année précédente. La baisse a donc été particulièrement marquée durant la saison estivale, incluant les vacances de la construction au Québec, mais la fréquentation américaine aux douanes canadiennes a quant à elle été beaucoup moins affectée, une baisse de seulement 7 à 12 % selon les chiffres publiés ce matin. Donc, des Américains qui sont quand même venus au Canada. Retour en classe. On est dans une semaine de retour à l'école un peu partout. Ça se fait aujourd'hui en Ontario. Oui, à tout le moins dans les conseils scolaires francophones, ici dans la grande région d'Ottawa. Et vous avez un texte intéressant dans Le Devoir ce matin, l'Ontario qui pourrait mettre fin aux élections qui permettent aux citoyens de choisir leurs représentants dans les conseils scolaires, les élections scolaires. En entrevue à CBC la semaine dernière, le ministre ontarien de l'Éducation, Paul Calandra, qui a dit qu'il était prêt à tout pour améliorer les services offerts aux élèves. Et il a dit, et je cite, « Et si ça implique d'éliminer les conseils scolaires, alors je le ferai. » Vous comprendrez une déclaration qui a aussitôt déclenché une levée de boucliers dans les rangs de la francophonie ontarienne, écrit Le Devoir ce matin. Une mesure qui affaiblirait la gouvernance locale et les droits des communautés francophones, selon l'Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques, parce que le lien est direct entre les communautés linguistiques minoritaires et la gouvernance de leur école. C'est au cœur, nous dit Le Devoir, de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés qui garantit aux minorités de langue officielle le droit de gérer et de contrôler leurs établissements scolaires. Et retour en classe au Québec, marqué cette année par cette consigne au niveau en lien avec les cellulaires. Et il y a des consignes qui ont été données aux enseignants de ranger leur appareil pour la journée. C'est ce qu'indique le Journal de Montréal ce matin. On donne l'exemple du centre de service scolaire de la région de Sherbrooke où le personnel est appelé à donner l'exemple en limitant l'usage personnel de son téléphone en présence des élèves. Alors, les employés, les enseignants peuvent conserver leur appareil durant la journée de classe afin d'être joints par la garderie, par exemple, en cas d'urgence, mais ils vont devoir éviter de l'utiliser pour texter leur conjoint ou des collègues. Un principe qui est le même au centre de service scolaire Marie-Victorin à Longueuil aussi, mais dans certaines écoles, on est beaucoup plus strict au niveau des consignes, nous dit le Journal de Montréal, où les appareils devront être rangés pour la journée sous peine de sanction. Ça fait pas le bonheur de certains profs qui disent, eux, que le cellulaire demeure un outil de travail essentiel pour prendre les présences, par exemple. Merci beaucoup, Gabriel. Bonne journée. Jean-Philippe Robillard se joint à nous maintenant. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Alors on sait que la guerre commerciale continue entre le Canada et les États-Unis. Il y a eu la levée de certains contre-tarifs. On l'a entendu, une décision du gouvernement à Ottawa qui poursuit son opération Charme aux États-Unis. D'ailleurs, le ministre responsable du commerce Canada-États-Unis, Dominique Leblanc, va rencontrer Howard Lutnick à Washington. Oui, Mathieu. Maintenant que le Canada, vous l'avez dit, a décidé vendredi dernier donc d'abandonner certains contre-tarifs qu'il avait mis en place sur les produits américains en représailles, on le sait,
aux tarifs douaniers de Donald Trump. Donc, en fait, à partir de lundi prochain, là, à partir du 1er septembre, donc le gouvernement a annoncé qu'il allait retirer les contre-tarifs sur les produits américains qui sont couverts par l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et semble-t-il, Mathieu, c'est que depuis que le gouvernement de Mark Carney a pris cette décision-là, il y a eu des discussions entre les Américains et les Canadiens, et ce serait à la suite de ces pourparlers que les deux parties ont convenu que ce serait une bonne idée que le ministre canadien Dominique Leblanc se rende à Washington pour rencontrer son vis-à-vis, son homologue, et c'est d'ailleurs ce qu'il va faire aujourd'hui. On écoute ce qu'il disait hier sur nos ondes. On est en milieu d'une négociation. Moi, je suis de retour à Washington. Je vais voir le secrétaire Lutnick. Il y a des discussions à tous les niveaux. On est en train de chercher, j'espère, une entente qui va nous mettre dans une meilleure position qu'on est tout de suite. La partie n'est pas finie. Les conversations, on a des affaires qu'on a discutées, des circonstances qui sont fortement intéressantes pour le gouvernement américain. En échange, il faudra qu'on se trouve dans une meilleure situation qu'on est tout de suite. Alors moi, je suis tout à fait confiant que dans les conversations qui continuent, on va aller chercher le meilleur entente possible. Et selon une source haut placée au gouvernement à Ottawa, Mathieu, on pense que l'abandon justement des contre-tarifs par Ottawa, ça suscite une volonté vraiment aux États-Unis de trouver un terrain d'entente avec le Canada. Oui, d'ailleurs, le ministre Leblanc a défendu cette stratégie d'abandonner des mesures de représailles comme les contre-tarifs. Oui, parce que ça suscite des critiques. Il y en a qui voient un recul du gouvernement de Mark Carney, ce qu'il n'avait pas parlé pendant la campagne électorale. Mais le ministre Leblanc dit que le gouvernement, Mathieu, n'avait pas le choix de revenir sur sa décision parce que selon lui, les contre-tarifs, là, ça constituait vraiment un point de discorde important dans les négociations. On l'écoute à nouveau. Pour être honnête, quand on a pris cette décision-là en février, on avait l'impression, parce qu'il nous l'avait dit, que d'autres alliés du Canada, l'Union européenne, l'Angleterre, le Mexique, les pays comme le Japon, la Corée du Sud, allaient eux-mêmes imposer des tarifs de riposte, mais on a constaté qu'il n'y a aucun autre pays, sauf la Chine, qui est allé dans cette direction-là. Alors, si on va arriver à une révision de l'ACUM cet automne avec les Américains et les Mexicains, c'est prévu dans l'entente, on a pensé que c'était pas tout à fait cohérent d'être dans une situation très différente que le Mexique et d'être dans non-conformité avec l'entente de libre-échange que les Américains ont respectée dans ces cas-là. Oui, Mathieu, parce que jusqu'à présent, les Américains n'ont pas imposé de tarifs douaniers sur les produits canadiens qui sont couverts par l'entente de libre-échange. Le Canada, au mois de mars, rapidement, donc, il a imposé des droits de douane de 25 % sur une longue liste de produits américains. On pense notamment à l'alcool, également au jus d'orange qui provient de la Floride. Cela dit, il faut mentionner que le Canada impose encore des contre-tarifs sur l'acier, l'aluminium et le secteur automobile. Merci Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Voilà pour cette édition d'À la Une. On va entre autres suivre aujourd'hui la suite de ce voyage de Mark Carney en Europe, la suite également de la commission SACLIC. Et puis on apprend ce matin qu'il y a un nouveau contrat pour des sous-marins dès l'an prochain, selon ce que souhaite Ottawa, un texte de notre collègue Christian Noël qui vient d'être publié sur notre site Internet. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais. Bonne journée.